Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui nous convie à un voyage surréaliste, à une plongée dans un village de Potemkin des temps modernes où la farce côtoie la tragédie. Tripoli-Wood, voilà le titre de ce récit écrit par vous, Delphine Minouy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous racontez finalement dans Tripoli-Wood comment pendant 6 semaines vous avez été officiellement une journaliste accréditée par les autorités libyennes avant la chute de Kadhafi. Et finalement, ces autorités libyennes qui mettent en scène votre séjour, y compris avec certains figurants. Oui, on était littéralement assignés à résidence et d'ailleurs ça s'est passé dès l'arrivée à l'aéroport puisque c'était une voiture qui nous attendait devant la porte VIP, donc on pouvait rien voir de toutes ces masses de personnes qui ne cherchaient qu'une chose, s'enfuir du pays puisqu'on arrivait 10 jours après le début de l'insurrection contre le régime et puis de la répression très 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 violente. Une fois arrivés dans la capitale, on a tous été cantonnés à 2 hôtels différents, le Rixos et le Corinthia, et finalement notre quotidien est devenu une espèce de routine très rapidement. Il y avait d'un côté les tours organisés pour assister à des manifestations pro-Kadhafi, et puis de l'autre, les fameuses conférences de presse surréalistes où on nous disait tout simplement que tout allait très vite rentrer dans l'ordre, que la rébellion c'était quelques fous furieux seulement à Benghazi, la ville de l'Est, et puis de toute façon ils étaient tous drogués et tenus par Al-Qaïda. Alors à propos des tours organisés, c'est des tours organisés qui sont censés mettre en scène le soutien de la population pour le régime, mais en même temps c'est une mise en scène qui est finalement pas très bien faite parce qu'à un moment donné vous racontez comment vous rencontrez une personne que vous avez droit, un Libyen que vous avez droit d'interviewer, qui est présenté une fois comme un ingénieur travaillant dans le pétrole à Zaouïa je crois, et quelques semaines plus tard vous retrouvez cette même personne présentée comme un enseignant dans une école de Tripoli. C'est complètement ridicule finalement. Oui, je dirais qu'on naviguait dans l'absurde parce que au fil des manifestations, on retrouvait les mêmes personnages, les fameux petits bonshommes verts, le vert étant la couleur du petit livre vert de Kadhafi, la Bible du régime. On reconnaissait les visages. Il y avait toujours aussi le fameux préposé au tableau, au portrait de Kadhafi, qui déboulait à chaque fois qu'une caméra s'enclenchait. Et puis des scènes encore plus surréalistes, comme par exemple ce jour où on demande à aller rencontrer des blessés de la répression. Il nous faisait croire que bien sûr qu'il n'y en avait pas eu. Finalement, on nous emmène dans un hôpital, on parle avec ce médecin qui nous explique qu'il y a eu quand même des blessés par impact de balles. Et tout d'un coup, un des surveillants surgit de nulle part. Et là, le médecin change de discours et nous explique que non, de toute façon, les seuls blessés, c'était des accidents de la route. Et de fil en aiguille, ça devenait de plus en plus absurde. Le jour des frappes de l'OTAN, le lendemain, on nous emmène pour assister à des funérailles de pseudo-victimes civiles des frappes, sauf que tous les tombeaux étaient vides. Donc je pense qu'au final, c'était contre-productif. C'était contre-productif, mais alors quel était le but des autorités libyennes? Parce que finalement, cette mise en scène se faisait avec des grosses ficelles, si vous me passez l'expression. Oui. Donc quel était le but des autorités libyennes de vous montrer comme ça des choses? Ils savaient bien que vous n'étiez pas dupes. Kadhafi, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude, pendant presque 42 ans, de manipuler sa population à coups de propagande, d'espèces de pseudo aussi illusions démocratiques, puisque c'est ce qui est soi-disant édicté dans le petit livre vert. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, il a pensé pouvoir aussi manipuler les médias étrangers, comme il le faisait aussi avec la presse locale. Et mon sentiment, c'est une fois sur place, on s'est posé la question, oui, est-ce qu'ils y croient? Franchement, est-ce qu'ils y croient? Et je crois que certains d'entre eux, oui, y croyaient parce que ils se sont retrouvés piégés dans leur propre rôle. Alors, est-ce qu'ils y croient? Ça, peut-être, on peut imaginer ça de certains proches du régime qui étaient effectivement eux-mêmes pris par cette propagande, mais on peut imaginer que, par exemple, des personnages comme Saïf al-Islam, l'un des fils de Kadhafi qui a étudié à l'étranger, dont on dit qu'il était un libéral, qu'il était assez ouvert d'esprit, n'était pas dupe lui-même quand même de cette mise en scène, de ces contre-vérités. Saïf al-Islam, ça restera toujours un mystère, parce qu'en effet, il a été présenté sur la scène internationale comme la figure réformiste, l'alternative à ce régime dictatorial, voire totalitaire. Il s'est beaucoup battu à partir de 2003 aussi pour faire rédiger une constitution, parce qu'il n'y avait pas de constitution qui existait, il n'y avait pas d'institution politique en Libye. Mais est-ce que c'était pas un leurre? Est-ce que peut-être que nous aussi en Occident, on n'a pas tout gobé comme ça en acceptant cette pseudo-vitrine d'ouverture parce qu'on voulait aussi y croire? Alors ça a permis l'arrivée des investissements étrangers, des capitaux étrangers,
Alors il y avait une espèce d'ouverture, de libéralisation économique. Les Libyens me racontaient que oui, c'est à l'époque où ils sont passés des coopératives où on achetait de la nourriture avec des coupons à l'époque des supermarchés. Ils ont commencé à ouvrir des cafés internet aussi à partir de 2005. Et puis quelque part, à un moment donné, il a montré son vrai visage, Saïf al-Islam. Quand il est sorti dans la rue en menaçant d'avoir des rivières de sang si les manifestants continuaient à se rebeller contre le système, il a vraiment révélé qui il était. Donc Saïf al-Islam, d'un des fils de Kadhafi avec ses deux visages que vous avez rencontrés, mais vous avez également rencontré le guide suprême Mouammar Kadhafi. Quelle impression il vous a donné personnellement? Est-ce qu'on le décrit comme fou? D'autres le disent extrêmement rusé et intelligent. L'impression qu'il vous a donnée, parce que vous l'avez rencontré plusieurs minutes, enfin ça a duré longtemps l'interview. L'interview a duré une demi-heure. Alors c'était une situation très particulière parce que c'était, personne ne le savait encore, mais c'était 2 jours avant le vote de la résolution onusienne pour les frappes, en faveur des frappes de l'OTAN. Et ce qui était assez intéressant, c'est que, en effet, on sentait qu'il était lui aussi dans sa bulle, dans la caserne de Bab el-Zizia, dans son parc, sous sa tente, la même tente qu'il avait apportée à l'Élysée, assis sur son espèce de trône en plastique, une chaise comme ça, des lunettes de soleil, son costume habituel de bédouin, très jusqu'au boutiste, comme d'habitude, avec des discours sur voilà, je resterai, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Mais je me suis aussi posé la question, voilà, on a beaucoup dit qu'il était fou. Mais c'est facile de mettre la folie sur le dos d'une personne pour tout expliquer. Je pense qu'il était irréalisé ce qui se passait. Parce que au début, il a voulu tenir tout ce discours aussi contre Nicolas Sarkozy, qu'il avait trahi, puisqu'on sait que le président français a beaucoup soutenu l'intervention étrangère. Mais là, il était assez arrogant, il rigolait beaucoup. Il a commencé à dire que voilà, j'ai financé la campagne électorale de Sarkozy, j'ai des preuves et je les montrerai à un moment donné. Et qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Et de fil en aiguille, quand je lui posais des questions sur les droits de l'homme, sur la répression, les phrases étaient de plus en plus courtes, il était nerveux, il simulait une certaine fatigue, il commençait à bâiller. Pour moi, c'était quand même révélateur d'un homme qui a conscience que voilà, il est en fin de régime, il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a un truc qui craque. C'était au moment où on commençait à entendre parler aussi des rumeurs de défection qui se sont illustrées quelques jours plus tard avec le départ du ministre des Affaires étrangères qui a été quand même le grand homme des services de renseignement. Alors un homme qui commence à craquer, qui sent la fin du régime mais qui néanmoins continue à organiser cette grande mise en scène. Et finalement, vous, en tant que journaliste officiellement accrédité, vous êtes encadré, mais mine de rien, vous réussissez à aller un petit peu au-delà, de trouver quelques petites brèches et vous réussissez à rencontrer quand même des gens qui vous parlent un peu plus ouvertement et qui critiquent le régime. Comment vous faites en fait à ce moment-là, puisque vous êtes en permanence encadré par ce qu'on appelle des minders, des surveillants en fait. C'était très frustrant parce que on était là, cloîtrés dans l'hôtel Rixos, 5 étoiles, ultra luxueux, tout ce que vous voulez. Enfin, c'était surréaliste, alors qu'il y avait des gens qui crevaient de faim à l'extérieur. La nuit, on entendait des échanges de tirs. Donc, ce qui voulait dire qu'il y avait quand même si le régime nous disait que Tripoli était tenu par les forces pro-régime, ça montrait qu'il y avait une rébellion qui se poursuivait, une insurrection qui se poursuivait dans la capitale. Et en même temps, on ne pouvait rien prouver, on ne pouvait rien montrer. Et quand on est journaliste, s'il n'y a pas de source, s'il n'y a pas d'infos, de faits qu'on peut prouver, on ne peut pas écrire d'articles, on ne peut pas diffuser d'informations. Donc, de fil en aiguille, en effet, un jour, je me suis dit, il faut que je sorte de cet hôtel. Donc, j'ai commencé à me faufiler hors du Rixos. Je pense que le fait de ne pas être blonde aux yeux bleus, ça aide aussi. On est plus couleur locale, je parle l'arabe. Donc, je sortais, on ne m'avait pas trop repéré, on ne m'avait pas trop calculé. Et après, j'ai attrapé des taxis à la volée et j'allais chez les gens, j'allais dans les boutiques, je discutais. Et c'est vrai qu'une fois que vous passiez la porte des Libyens, vous vous retrouviez dans des huis clos incroyables. Parce que c'était là la vraie vérité. C'est contre cette pseudo-vérité que voulait nous montrer Kadhafi. Et là, les gens se lâchaient, insultaient le guide, commençaient à raconter toute cette vérité sur la répression. Et c'est là qu'on a réalisé qu'il y a eu énormément de morts. On n'est toujours pas au courant des chiffres exacts. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés. Et puis des cibles très précises, des gens qui ont été touchés directement au cœur ou à la tête. Donc c'était d'une violence incroyable. Au cours de votre séjour aussi, vous rencontrez néanmoins des pro-kadhafistes
vraiment fidèle, qui est vraiment persuadé. Et d'ailleurs, il semblerait qu'il y en ait encore, puisqu'il y a des combats encore, notamment à Sirte ou du côté de Bani Walid. Est-ce que ça vous surprend que des Libyens soient encore prêts à se battre pour Kadhafi aujourd'hui? Non, ça ne me surprend pas. C'est symbolique de cette minorité qui existait et qui existe toujours, je pense, à peu près 10% de la population, souvent peut-être issus de milieux plus populaires, avec moins d'accès par rapport aux nouveaux médias ou même par rapport aux télévisions comme Al Jazeera, la CNN du monde arabe. Il faut rappeler aussi que Kadhafi, il a été très malin au niveau de la manipulation des foules quand il s'agissait de déverser des flots de pétrodinars. Donc il a su acheter sa population. Même à partir du début de l'insurrection, à 2 reprises, il a mis l'équivalent de 300 € sur le compte des familles pour tenter d'essayer de récupérer un maximum ou de regagner une certaine popularité. Donc ces gens-là, ils sont toujours là. Et puis il y a aussi des personnes qui croient au mythe Kadhafi parce que qui n'a toujours pas été retrouvé d'ailleurs. Qui n'a pas été retrouvé. Et ce mythe Kadhafi, c'est vrai que ça partait entre guillemets de bonnes intentions au début. Les premières années de Kadhafi, c'était le nationalisme arabe, c'était des discours beaucoup plus cohérents. Et même parmi nos minders, je parle d'une femme qui s'appelle Aïcha, qui était une de nos guides. Elle-même elle croyait en ses valeurs. Elle voulait se raccrocher à ses valeurs. Voilà, et Aïcha est donc un des personnages qu'on peut retrouver dans Tripoliwood, votre récit sur Tripoli au moment, comme journaliste accrédité officiellement. Merci beaucoup Delphine Minoui d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.